Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un Terre Chat en direct chez Terwoman. Donc depuis plusieurs semaines, notamment depuis le début du confinement, nous sommes en direct tous les mercredis soirs pour vous faire l'interview audacieuse d'une personnalité ou de quelqu'un qui a des choses à nous raconter sur l'audace. La semaine dernière, nous avons accueilli Guy Lagache, journaliste, reporter qui a écrit un roman sur ses grands-parents très audacieux. C'était un très très bon moment. La semaine d'avant, nous avions Yo-Yo Mag, nous avons accueilli Gauthier Capuçon, nous avons accueilli Clarisse Kremer, nous avons accueilli des tas de personnalités comme ça qui sont venues de façon très spontanée nous raconter quels étaient les leviers audacieux qui leur avaient permis donc d'aller au bout de leurs rêves, au bout de leurs projets. Et tout ça donc pour nous aider, nous, parce que chez Terwoman, on croit beaucoup en l'inspiration. Donc pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore Terwoman a pour ambition d'accompagner, d'encourager l'audace chez les femmes. Chez Terwoman, on accueille les femmes qui sont déjà audacieuses et qui ont encore envie de progresser et qui vont venir aider les femmes qui ont besoin d'audace. Et les femmes qui ont besoin d'audace, qu'on va accompagner, qu'on va encourager par des modules de formation, par du mentoring et par l'inspiration. On organisait des voyages de l'audace, ça aujourd'hui c'est un petit peu mis entre parenthèses, mais on organise aussi des Dare Talks, comme celui que vous allez voir ce soir, et des formations donc, qui vont nous aider toutes à être de plus en plus audacieuses pour aller accomplir les actions qui nous tiennent à cœur. Ce soir, je suis absolument ravie donc d'accueillir Fanny Crouy. Donc Fanny doit être en train d'essayer de nous rejoindre. Fanny est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années sur les flots bleus. Elle faisait un tour du monde à la voile quand nous faisions le nôtre. Donc c'est génial de se retrouver une petite dizaine d'années après. Et Fanny, donc, on la retrouve ce soir parce qu'elle a écrit un livre. Elle a écrit un livre sur les rêves. Et son livre s'appelle Rêver, prêt, partez. Donc, elle a, pour réaliser ce livre, pour écrire ce livre, donc interviewé plus d'une vingtaine de personnes qui ont fait leurs rêves. Fanny, je t'accueille ce soir. Bonjour Fanny. Bonjour Fred. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Je suis absolument ravie d'être en direct avec tout le monde et avec toi. Super. Écoute, tu es donc chez Terwoman. On est absolument ravis de t'accueillir. J'étais en train de raconter que la première rencontre qu'on avait eue était sur les flots il y a déjà maintenant 8 ans. Nous, on rentrait. Enfin, c'était la fin de notre année bateau. Et vous étiez pas encore. Vous étiez au début, je crois, il me semble. Hein, au milieu, Ouais. enfin, voilà. On était au démarrage, oui, tout à fait. Voilà. Donc, Fanny, merci d'être chez Terwoman. En quelques mots, que les spectateurs, les auditeurs, ceux qui nous écoutent sachent qui tu es. Donc, Fanny, tu as eu beaucoup de vie. Donc, je vais essayer d'être synthétique pour arriver au sujet qui nous intéresse ce soir. Mais tu as fait des études en France, Sciences Po. Tu es une femme de com. Tu as été dans la communication. Puis, tu as décidé d'aller vivre ta vie au Canada, où là, tu es devenue infirmière. Non, oui, infirmière, voilà. En même temps, tu t'es mis au yoga, puisque tu es devenue professeure de yoga. Puis, vous avez décidé en famille de partir vivre sur un bateau à voile avec vos 3 fils. C'est là qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, quand je t'ai vue la première fois, tu avais la tête en bas. Et je me disais, qui est cette femme, la tête en bas, elle faisait le poirier sur son bateau, très impressionnant. Et puis après ça, tu nous raconteras, mais il s'est passé des épisodes dans votre vie. Vous êtes revenu vivre en France parce que, en l'occurrence, ton mari avait un rêve dingue. Je te laisserai l'expliquer tout à l'heure. Tu es revenu en France. Je pense que tu as dû avoir. Il a fallu que tu passes une équivalence pour être infirmière. Tu es redevenue infirmière. Et là, maintenant, tu es toujours infirmière, mais tu es en plus en train de faire une école de shiatsu puisque tu montes une entreprise autour du shiatsu. Donc, beau parcours avec donc effectivement des chemins de vie très, très riches. Tu es auteur, tu as écrit plusieurs livres. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais un roman drôle qui s'appelle Tricot, Flingueur et Bras cassés.
Flingue et Bras Cassés aux éditions de Loire. C'est quelque chose d'assez drôle, une grosse course-poursuite. Et surtout ce soir, on est là pour t'écouter parler de ton livre Rêver, prêt, partez, dont tu viens en ce moment, juste il y a très peu de temps de finir l'écriture. Il n'est pas encore sorti en fait. Hein. Et ce livre, donc, qui pour nous résonne très très fort chez Dare Woman, qui va parler du rêve et de l'intérêt, voire l'obligation de réaliser ses rêves. Voilà pour ton parcours. Je pense que j'ai à peu près dit dans l'essentiel les grands traits de ce que tu as fait, même si tu en as fait beaucoup plus. Alors moi, on va démarrer par une première question, parce que c'est quand même ton sujet, pour poser un peu le débat. C'est quoi le rêve? C'est quoi avoir un rêve, selon toi? Alors, un rêve, pour moi, c'est quelque chose de très intérieur et profond. C'est vraiment une aspiration qui vient de soi et qui, du coup, n'est pas sujette n'est pas en lien, en fait, avec ce que d'autres personnes ont pu vouloir pour nous. C'est vraiment quelque chose de très, très personnel. Et ça dépasse la notion de désir parce que ça transcende un petit peu l'existence. Ça peut être des petits rêves, des grands rêves, mais globalement, c'est quelque chose qu'on a besoin d'accomplir à un moment donné. Alors, il y a des gens qui estiment qu'ils n'ont pas de rêve. Personnellement, ce n'est pas forcément quelque chose en lequel je crois. Je pense qu'il y a peut-être parfois des dénis de rêve, c'est-à-dire qu'on s'interdit d'en avoir, mais quand vous demandez à un enfant, voilà, c'est quoi ton rêve? Très, très souvent, il va évoquer des tas de choses. Et c'est d'ailleurs une question que j'ai posée à ces personnes que j'ai interrogées pour les besoins du livre. Je leur ai demandé en préambule, voilà, c'est quoi votre rêve d'enfant? Et ils ont une réponse. Ils ont tous eu une réponse parce que parfois les gens n'en ont pas. Ils te disent, ben, je n'ai pas le temps. Ou... Parce que chez Dare Woman, c'est un sujet qu'on traite, donc c'est pour ça que ça nous touche. Alors, une question aussi qui m'intéresse moi, c'est pourquoi as-tu écrit ce livre? Alors, en fait, dans mon premier livre, c'était un guide à l'usage des femmes qui leur mari un jour leur dit, ben voilà, j'aimerais faire un tour du monde en bateau avec toi. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et souvent la femme, elle ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça a été mon cas. Donc, j'ai trouvé ça assez compliqué de vivre cette situation. Donc, je me suis dit, ce serait bien d'écrire un livre autour de ça. Qu'est-ce que c'est de partir? Et alors déjà, pendant toute la préparation de notre voyage en bateau, ça a pris à peu près 10 ans, hein, parce que mon mari, à peine on avait émigré au Québec, son prochain rêve, c'était de partir en bateau. Pendant toute cette période de préparation, des gens venaient nous voir et puis nous disaient ah, c'est super ce que vous faites, mais moi, je ne serais pas capable. Moi, je serais incapable de faire ce que vous faites. Et donc, quand le livre il s'appelle Femme à la mer, quand Femme à la mer est sorti, j'ai rencontré donc des lectrices. Et du coup, il y en a un certain nombre comme ça qui me disaient, mais je ne serais pas capable. Et ça m'a interpellée. Donc, attends, juste pour comprendre, ce livre Femme à la mer, c'est un livre que tu as écrit sur votre périple, l'année en bateau. Enfin, donc, plus d'un an, vous êtes parti 3 ans, vous. Hein. Combien de temps en bateau vous êtes parti? On est parti 1 an et demi en tout. 3 ans mis bout à bout, c'était à peu près ça. Mais en fait, pour répondre à ta question, je sentais qu'il y avait des questionnements autour de cette recherche-là. Et surtout, les femmes que je rencontrais, je sentais qu'elles se limitaient beaucoup. Et je me suis dit, en plus, il y en a certaines qui lisaient mon livre et qui n'avaient aucune intention de partir et qui se retrouvaient dans tout le début du livre où j'expliquais un petit peu ma démarche et ce par quoi j'étais passée. Il y a des abords un peu psychologiques et ça leur posait question. Je me suis dit à un moment donné, il faudrait peut-être écrire un livre là-dessus, sur qu'est-ce qui fait finalement qu'on arrive à réaliser un rêve. Voilà, c'était un petit peu ça. Et alors, ce livre que moi j'ai adoré parce que non seulement, alors tu racontes dans ce livre, il y a à peu près une vingtaine de témoignages, hommes et femmes. C'est écrit sous un mode développement personnel, c'est-à-dire que tu décortiques en fait pour chaque personne. Tu fais une espèce de petite liste en disant combien de temps ça a pris, sur quelles ressources appuyer, quels ont été les freins, etc. Donc on voit bien en fait les difficultés qui permettent, enfin qui arrivent hein, quand on est comme ça
en train de bâtir un projet et tu donnes beaucoup d'outils, donc beaucoup d'outils pour justement, et c'est ça qui va nous intéresser, à arriver, un, à poser son rêve, deux, à comprendre la démarche qu'on doit avoir de façon personnelle pour être très clair avec soi. Et donc, tout un côté psychologique qu'on va essayer d'aborder ce soir. Et la première question, c'est donc, ces 20 personnes ont réalisé leur rêve. Tu nous expliques pourquoi. Pourquoi doit-on réaliser son rêve? Alors, ça, Pourquoi c'est important? c'est une réflexion que je me suis faite. Donc moi, effectivement, je les ai un peu passés au tamis d'une grille de lecture pour voir un petit peu les ressemblances et essayer d'en tirer un petit peu des outils, effectivement. Pourquoi c'est important de réaliser son rêve? Parce que ça fait partie des choses qu'une infirmière australienne avait demandé. Hein. Elle a beaucoup travaillé au chevet de personnes mourantes et un des regrets principaux, c'était ne pas avoir pu vivre la vie que j'aurais voulu avoir. Pour moi, le rêve, il est vraiment associé à ce besoin finalement de mener une vie qui nous ressemble. Et ça peut être extrêmement difficile parce que on est pris par toute une série de choses, le passé qui nous retient en arrière, une histoire familiale, un héritage, les attentes des autres. Et le rêve, il transcende tout ça. Et en gros, c'est important de réaliser ce rêve pour avoir un sentiment d'accomplissement, je trouve, dans son existence, pour pouvoir se dire, j'ai fait ce que j'ai voulu être, j'ai été ce que j'ai voulu être. J'ai fait ce que j'ai voulu être moi et pas ce que les autres ont projeté sur moi. Et exactement. Ça, tu en parles dans ton livre en disant comment est-ce qu'on se dégage. Et ça, c'est quelque chose qu'on traite effectivement chez nous aussi, chez Darwin. Comment est-ce qu'on se dégage de ces étiquettes qu'on nous a collées enfants ou de l'éducation ou de la culture, parce qu'on nous colle souvent un schéma et de façon très inconsciente, on ne va pas s'autoriser donc à aller vers telle ou telle direction. Sur les 20 personnes que tu as interrogées, est-ce qu'ils ont tous, puisqu'ils ont tous réalisé leur rêve, est-ce qu'ils ont tous quelque chose en commun? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait quelque chose qui les reliait particulièrement? Ils avaient tous besoin de recherche personnelle, ce cheminement. Ils avaient vraiment besoin que leur vie finalement réponde à ce qu'ils sont profondément. Ils étaient en plus dans cette recherche. Je te donne un exemple. Je pense à Lisa, par exemple, qui est peintre en fait. Et au départ, elle a fait l'école des beaux-arts à Paris. Et sa passion, c'était de faire des nus. Sauf que ses professeurs, apparemment, n'étaient pas du même avis. Ils lui avaient donné un certain nombre d'enseignements qui ne correspondaient pas à ce qu'elle aimait faire. Et elle s'est lancée dans des études de graphisme. Finalement, elle est devenue graphiste. Et finalement, dans un tournant de sa vie, ça l'a rejointe. Et je pense qu'elle avait ce besoin justement de s'accomplir à travers ce qui vraiment la passionnait profondément. Et toutes ces personnes, finalement, elles se rejoignent par rapport à ce désir, et je parle de besoin parce que c'est vraiment ça, de réaliser des choses qui les nourrissent, qui les font grandir. Donc, à un moment donné, il faut un déclic. Il faut quand même un déclic. Il faut réaliser que la vie qu'on mène, pas forcément. Enfin, voilà, c'est pas simple parce qu'on se fait emmener dans des vies et tout va bien. Et puis, ce que tu dis quand tu parles de cette infirmière australienne qu'on cite, nous cite de temps en temps, c'est on se retrouve à la fin de sa vie, on se dit, mais en fait, est-ce que c'était ça la vie? Donc, c'est un appel au réveil. Ton livre, c'est un peu un appel au réveil. Réveillez-vous, quoi. Passez pas à côté de vos rêves. Hein? Alors après, moi j'ai établi des sortes de catégories ou de définitions. Quand j'ai interrogé mes rêveurs, je leur ai posé la question, où est-ce que vous vous retrouvez le mieux? Par exemple, j'ai mis la catégorie rêveur de Marina. Le rêveur de Marina, c'est celui finalement qui se crée des tout petits rêves au quotidien, faire son jardin ou construire une maison de poupée, je sais pas, des petites activités finalement qui lui plaisent, mais il n'y a pas besoin de plus. Il y a les rêveurs grand large. Alors eux, c'est un virage à 180 degrés. Et là, tu parles de déclic. C'est quelque chose que j'analyse dans le livre. Il y a parfois, souvent en fait, la vie nous amène dans des situations qui sont difficiles, qui nous confrontent. Et on a à ces occasions-là
on a un choix à faire. Il y a un certain nombre de gens qui choisissent de continuer coûte que coûte et quitte à en baver, hein, quitte à avoir une vie difficile quasiment jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est un choix. Il y en a d'autres qui vont mettre un certain temps à faire le cheminement avant de changer. Et il y en a d'autres qui vont prendre ces ruptures finalement comme une occasion d'aller vers ce qu'ils sont vraiment. Et en fonction des rêveurs que j'ai pu interroger, tout le monde n'a pas forcément la même définition du déclic. Il y en a pour qui ça a été une maladie grave. Il y en a qui ont dû faire un deuil important. Il y en a qui ont vécu une difficulté professionnelle importante. Il y en a, voilà. Ça, c'est plutôt des raisons un peu traumatiques, un peu difficiles, une remise en question. Hein? Parce que malheureusement, on n'a pas tendance à se remettre autant en question quand on est sur un petit courant tranquille. Voilà. C'est souvent ça le déclic en fait. Ah oui, mais enfin bon, on peut peut-être générer le déclic de façon moins traumatique, non? Justement, en faisant un peu un bilan. Quand on a préparé cette réunion, tu disais, c'est souvent midlife, hein, c'est souvent au milieu de sa vie qu'on se rend compte. Est-ce que le conseil qu'on peut quand même donner à tous ceux qui nous regardent, c'est de ne pas attendre ça, de ne pas attendre ni le traumatisme ni la midlife, mais d'essayer justement d'anticiper le plus possible. Est-ce que quand on a 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, moi, j'ai tendance toujours à dire, il n'est jamais trop tôt, ni pour se poser des questions, ni pour passer à l'action. Il n'est jamais trop tôt. On dit toujours, il n'est jamais trop tôt. Moi, voilà. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que les jeunes doivent faire assez rapidement, en tant que jeunes, qu'on peut assez vite essayer de réfléchir sur soi, en train de se dire, est-ce que les directions que je suis en train de prendre correspondent bien non seulement à mes désirs profonds, mais se poser la question des rêves à 18 ans, 20 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Enfin, voilà, comment est-ce que tu encourages ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce qu'on est assez construit pour partir dans ces réflexions? Alors, je pense que le rêve, c'est vraiment une sorte de réalité polymorphe. Par rapport au parcours des rêveurs, j'en ai un profil qui s'appelle le rêveur au fil de l'eau. Et c'est typiquement ce genre de personnes-là qui, depuis le départ, en fait, posent des choix qui vont vers ce que cette personne est profondément. C'est-à-dire qu'il ne pose jamais des choix qui sont à l'encontre de ce qu'il est. Donc, ça veut dire qu'il sont des personnes qui sont suffisamment authentiques et sûres d'elles pour toujours faire fi un petit peu l'opinion des autres. Alors oui, évidemment, on peut être un rêveur au fil de l'eau dès le démarrage. C'est pas forcément quelque chose qui est inné. Je pense que ça peut se travailler, mais c'est sûr que les rêveurs au fil de l'eau à qui j'ai parlé, je pense qu'ils ont eu un terrain ou un début de vie qui les poussait justement à faire ces choix-là. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Donc après, en fonction de l'héritage qu'on a à gérer, je dirais que le travail, il est plus ou moins important. Et c'est pour ça que les déclics, il faut savoir les repérer et les utiliser. Moi, j'ai par exemple une catégorie, c'est les adeptes du surf. Alors eux, les adeptes du surf, c'est une image, hein, c'est pas les gens qui font du surf, hein, c'est dans tes classifications de rêveurs. Hein. Ouais. Je pense par exemple à Guillaume, qui est un photographe que j'ai interrogé. Et Guillaume, il a fait des choix dans son début de vie professionnelle qui lui correspondaient bien. Il montait des sites internet, c'est un artiste, il avait ce besoin de créer des choses. Et un jour, il a eu le déclic, c'est de le dire, il s'est pris de passion pour la photographie. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours respecté ses choix de vie et pour qui, finalement, à un moment donné, ça ne lui convenait plus et qui a réussi à changer de parcours. Mais après, loin de moi l'idée de juger des gens qui ont du mal à réaliser leurs rêves parce qu'ils traînent tout un bagage, tout un ensemble de contraintes. On n'est pas tous égaux par rapport à notre histoire. Non, mais ce que tu dis dans ton livre, et ce qui est quand même très source d'espoir et je trouve très positif, c'est qu'on n'est pas égaux, mais on a des façons. Alors, déjà quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, mais le premier, pour aller à la rencontre de ses rêves, il faut d'abord faire un voyage, et ce voyage, il est celui qu'on fait en soi.
Donc ça, c'est très important. C'est effectivement, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Si tu ne te connais pas, donc c'est pour ça la question de l'âge est peut-être importante, si tu ne te connais pas, que tu n'es pas en phase avec et tes désirs profonds et tes valeurs, c'est compliqué de poser déjà, poser ton rêve et qu'il soit tout à fait adapté. Mais, et c'est là où ton livre prend tout son sens, c'est que tu donnes toutes les pistes, justement, tous les outils, parce que dans ton livre, donc que je redis à ceux qui nous rattrapent en cours de route, Fanny, elle a écrit un livre elle est allée à la rencontre de 20 personnes, hommes et femmes, qui ont osé réaliser leurs rêves, et elle a fait une grille de lecture, en tout cas d'analyse, sur par quoi ils étaient passés. Donc, quels sont les freins, quelles sont les ressources dont ils ont besoin, combien de temps ça a pris. Et elle a classé tous ces rêveurs en plusieurs catégories. Comme elle a passé beaucoup de temps sur l'eau, ces catégories sont tous liées au monde maritime. Mais donc, il y a les rêveurs de marina, les rêveurs au fil de l'eau, les rêveurs grand large, les rêveurs au cabotage et les rêveurs surfeurs, comme on peut les appeler, et qui ont chacun donc des caractéristiques de rêve un petit peu différentes, plus ou moins grands, plus ou moins forts, plus ou moins importants pour eux. Hein. C'était juste pour résumer un petit peu ton livre. La question qui vient quand on lit tout ça, c'est comment on fait. Parce que, bon, moi aussi, j'ai réalisé mon rêve de petite fille qui était de partir un an vivre sur un bateau avec mes enfants. Donc, j'ai réussi à accomplir ce rêve. Il a fallu se débarrasser de beaucoup de biais cognitifs. Et comme toi, j'ai rencontré des tas de gens. En fait, il y a énormément d'écueils. Beaucoup de gens ne veulent pas aller à la rencontre de leur rêve. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces biais, parfois même inconscients, quel rôle ils jouent et pourquoi ils sont là en fait, d'où ça vient et pourquoi ça nous empêche, ça nous tétanise d'aller dans le projet. Je me souviens j'ai fait un salon pour présenter mon livre sur les femmes à la mer. Et c'était un salon, contrairement au salon maritime que je faisais, là, il y avait des gens de tout milieu et une dame se met devant une table et puis me dit « Ah, mais moi, je ne serais pas capable de faire tout ça. » Et je lui dis « Mais vous savez ce que c'est votre plus grand obstacle à réaliser des rêves comme ça? C'est entre les deux oreilles. » Puis, elle a trop rien dit, elle a tourné les talons, je ne sais pas si elle était vexée. Mais c'est ma conviction profonde que c'est difficile de réaliser ses rêves parce que souvent, on n'y croit pas. Souvent, on hésite à se projeter dans une situation où, comme ça, on se voit assez fort pour arriver à atteindre ces objectifs-là qui nous paraissent incroyables. Dans les parcours des gens que j'ai pu croiser, chacun avait un petit peu ses obstacles différents. Il y en a pour qui c'était l'argent qui était un problème. Souvent, les femmes vont être sujettes au regard des autres. Ça a pu être un obstacle important parce que c'est quelque chose qui les retient. C'est comme si au départ, elles avaient cette hésitation à se croire assez fortes pour réaliser tout ça. Et je pense que elles doutent de leur capacité en fait. Ouais. Oui, et puis souvent, on a l'impression que réaliser un rêve, c'est un petit peu dans la société dans laquelle on vit, où on appuie sur un bouton et tout arrive. Et il faut l'avoir décidé et bim, ça arrive. Alors qu'en fait, quand on décompose le processus, c'est vraiment un voyage. Et il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que moi, dans mon parcours, c'est ce qui parfois me sert un peu de fil conducteur. Je vois que j'ai parfois pris des risques, mais ils ont été crescendo parce qu'au départ, on se teste un petit peu. Et finalement, au fil du temps, on accumule des petites victoires qui font qu'on augmente un petit peu le niveau de difficulté. Et c'est en partant sur ce principe-là, qui est finalement assez progressif, qu'on arrive à faire des choses qui nous dépassent en fait. Donc, il faut y aller petit à petit. C'est ça qu'il faut y aller. C'est un chemin, quoi. Il faut pas. Un chemin, et je dirais même que pour moi, le voyage est beaucoup plus important que la destination. Parce que finalement, partir en bateau, en soi, c'est super, hein, c'est extraordinaire de le faire. Mais toute la préparation qu'il y a eu autour, moi personnellement, ça m'a demandé
de mettre les pieds sur un bateau avec mes enfants qui à l'époque étaient en bas âge, ce qui me terrifiait, hein, ça m'a pendant très très longtemps, ça m'a fait très peur. Apprendre la voile, moi qui n'étais vraiment pas du tout douée pour ça. Ça m'a demandé voilà, de sortir beaucoup de ma zone de confort, vraiment beaucoup. Naviguer une semaine sur le Saint-Laurent avec les courants de marée de fou, des cargos monstrueux sur ce fleuve énorme, l'eau à 8 degrés, donc il ne faut pas tomber, hein, des vents catabatiques, enfin je vous en passe. Apprendre à tirer, voilà, à tirer sa route à partir des cartes, c'est compliqué et c'était pas simple. Mais est-ce que c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort? C'est ça. Alors là-dessus, je peux vous citer Yvan, qui est donc un des rêveurs que j'ai interrogé, qui m'a développé ce que j'appelle maintenant la théorie de l'édredon. Yvan, il était cadre très très haut niveau dans une multinationale et il m'avait décrit comme ça sa situation finalement de cadre qui était un petit peu en mode habitude. Il gagnait un fric fou et finalement, il n'avait plus trop de défis dans sa vie. Et son rêve à lui, c'était de devenir entrepreneur, d'avoir sa boîte. Et un jour, il y a eu un plan de départ et il s'est dit, voilà, c'était son déclic à lui, il est parti. Et il dit, l'édredon, en fait, c'est finalement, il est hyper moelleux, hyper confortable et il est tellement dodu que finalement, on est tout en bas et on n'arrive même plus à voir le ciel au-dessus de sa tête. Donc l'édredon, c'est sa vie de tous les jours, c'est sa routine, c'était la vie elle est agréable qu'il avait où finalement, il ne se remettait plus en question, il avait son train-train. Même s'il se mettait des petits défis dans sa vie professionnelle, il se mouillait pas. Et l'édredon, il était sacrément dodu. Et donc, pour sortir de l'édredon, ça demande beaucoup d'efforts parce que il est tout mou. Donc, il a vraiment dû faire un gros effort. Et j'aime bien son image. Ouais, c'est une bonne image. Mais c'est vrai que la routine confortable, c'est le piège en fait. C'est ça un peu le piège. C'est que ça nous masque et ça nous empêche d'avancer vers… comme ce que tu disais tout à l'heure, de temps en temps, il faut un traumatisme, il faut quelque chose, un déclic. Ça peut être la maladie, ça peut être le deuil, ça peut être le licenciement. On se dit, bon, là, voilà, on y va. Mais moi, dans mon idée, c'est de ne pas en arriver là quand même. C'est d'essayer effectivement d'avoir des outils, et c'est ce que tu donnes avec ton livre, pour sortir de l'édredon sans forcément avoir la fourche qui nous pique les fesses en disant bon allez maintenant c'est le moment. Donc c'est toute cette démarche d'audace d'arriver à faire, moi j'appelle ça le PPP, le premier petit pas qui permet de mettre en branle entre guillemets cette énorme machine à réaliser son rêve et de surmonter donc tous les écueils. Il y a une chose dont tu parles dans ton livre qui est intéressante, tu parles du hasard. Tu dis le hasard n'existe pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est très, très marrant parce que, et ça va faire écho à ce que je vais vous dire, mais il y a 2 semaines, je me suis liée un peu plus d'amitié avec quelqu'un que je connaissais déjà, qui est un agriculteur que je qualifierais de philosophe, et avec qui j'ai discuté justement des cadeaux que la vie envoie comme ça en permanence. Et lui, il a carrément sa méthode. C'est-à-dire qu'il liste les choses qu'il veut voir apparaître dans sa vie. Il met l'intention et il s'imagine ayant ce qu'il souhaite. Et puis, c'est quelque chose que je faisais plus ou moins sans l'écrire. J'appelle ça auprès de mes enfants le scénario idéal. Et je me suis mise à faire mes listes. Et c'est assez juste extraordinaire de voir que les choses, je les coche au fur et à mesure que les jours passent parce que les choses se réalisent. Et j'ai toujours eu cette conviction finalement qu'il y avait comme une sorte d'énergie bienveillante disponible à l'infini pour chaque personne finalement et qui a comme seul objectif de nous aider à être heureux. Et c'est pour ça que pour moi les hasards n'existent pas. C'est-à-dire que chaque chose qui arrive a un sens et une raison d'être. C'est vraiment une façon de voir la vie, j'en conviens. Hein. On pourra s'opposer à ça fortement. C'est vraiment un parti pris que j'ai. Et du coup, par rapport au rêve et à la prise d'audace, justement, c'est indispensable, je pense, de s'armer de ce genre de vision parce que tout devient signifiant. Là, j'ai fait une demande pour une formation qui m'a été refusée. Et au début, j'avais tendance à vouloir lutter, à résister. Et puis finalement, je suis rentrée dans ce mood de si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une raison. Lisa, qui est peintre, qui est une des rêveuses que j'interviewe,
elle a vraiment cette optique. Elle dit, si ça ne marche pas du premier coup, c'est que quelque part, ça ne doit pas être le moment. Et en fait, de mettre comme ça du sens dans ce qui nous arrive, ça permet vraiment d'apaiser le parcours finalement et d'aider à l'acceptation de ce qui arrive. Par contre, le fait de prendre les choses comme ce que j'appelle des synchronies finalement, des événements heureux qui arrivent, saisir les opportunités et pour moi faire preuve d'audace, ça fait partie de ça. C'est être capable de saisir les opportunités. Eh bien, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va se faire aider finalement tout au long du parcours. Et c'est ce qui fait en sorte que pour moi, par exemple, quelqu'un qui évoque un problème d'argent comme obstacle principal à la réalisation de ses rêves, j'ai envie de dire, écrivez-le sur un bout de papier, ce dont vous avez besoin, et vous allez être surpris des réponses. Moi, j'ai été sidérée qu'on reprenne contact comme ça, totalement par hasard, même si ça n'existe pas. Et je me réjouissais à l'avance de savoir sur quoi ça allait déboucher. Et comme de fait, depuis qu'on s'est revus et reparlé, il se passe des tas de choses. Et ça ne me surprend même pas. C'est juste génial. Ah, c'est génial, c'est sûr que la dernière fois qu'on s'est vu, hein, c'était sur les flots. Donc, ça remonte à quelques années et vous nous aviez accompagnés à l'aéroport, il me semble. On partait, on rentrait. Ah, si, je me souviens. Parce que possible. ce moment-là, je m'en souviens. En fait, là, tu es donc en train de dire alors, quelque chose qu'on aime bien chez nous aussi. Nous, on dit, ce que moi j'ai appris en Californie, c'est oser l'échec. C'est-à-dire que de tout échec, vous allez apprendre quelque chose. Donc, je ne dis pas que l'échec est positif, mais on dit, les Américains m'ont beaucoup appris ça, les Californiens, en disant, si vous n'échouez pas, c'est que vous n'avez juste pas été assez haut. C'est que vous n'avez pas visé assez haut. Donc, faites-vous des rêves qui vous font peur. J'ai des conférences que je termine comme ça en disant si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Donc, oui, tirer effectivement de chaque expérience. Toi, tu vas encore plus loin parce que tu dis chaque expérience, aucune expérience n'est là par hasard. Donc, on se trompe pas, mais il y a un sens. Il y a un sens et tout ça va amener, et un point que tu développes qui est assez fort dans ton livre, à trouver son rôle, trouver sa place. On a tous dans notre vie un rôle à jouer et trouver sa place, sa mission. Donc, les rêves, c'est ça aussi, c'est d'aller trouver right man at the right place, la vraie mission qui nous correspond. Tu disais tout à l'heure que tu notais des petites listes. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, et on ne va pas tous les citer parce qu'on dira à la fin pourquoi on ne va pas tous les citer d'ailleurs, mais il y a un truc que j'aime bien, tu dis, je trouve que c'est une bonne idée, tous les matins, écrivez. Le cahier, je ne sais pas comment tu appelles ça, le cahier de vie. Du matin. Ouais, non, mais tu lui donnes un autre nom. Enfin bon, et tous les matins, et je me dis, tiens, c'est un truc tout simple, mais effectivement, tu peux nous parler un peu de ça? Alors, effectivement, moi, j'ai saupoudré un petit peu dans tout mon livre des tas d'exercices. Parce que j'estime que c'est en s'entraînant finalement à faire des choses qu'on se les approprie. Et puis en plus, les exercices, j'en ai mis beaucoup parce que j'estime qu'on n'est pas tous réceptifs au même type d'exercice, au même message. Alors, les pages du matin, c'est un outil que j'ai piqué à Julia Cameron, qui est une grande prêtresse de la créativité américaine que j'ai découverte quand j'ai voulu vraiment me mettre à écrire. Et là encore, pas de hasard, je me revois encore à la librairie Renaud-Bray sur la rue Saint-Denis à Montréal en train de magasiner pour des bouquins et puis je tombe sur ce livre et ça m'a attrapé le regard. Et depuis, c'est mon livre de chevet. En gros, le principe est super simple. On a tous un censeur intérieur qui fait un super boulot pour déboulonner tous nos projets, pour renvoyer des choses négatives. Voilà, moi je fais un atelier d'écriture là en ce moment, je leur ai demandé de décrire leur censeur. C'est un personnage que tout le monde connaît en fait. Et le seul moyen de lui clouer le bec finalement, c'est d'écrire des pages qu'on appelle de l'écriture automatique. Tous les matins, en se levant au réveil, on n'est pas encore très très bien réveillé. Donc, il y a des tas de choses qui peuvent sortir, l'inconscient, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'écrire 3 pages comme ça sans s'arrêter. Donc, tous les matins, on est encore un peu dans les lames du... Moi, je trouve que c'est une super idée, ça. C'est une super idée parce qu'on n'a pas encore
la conscience, on ne contrôle pas encore sa conscience, et Ouais. effectivement d'écrire. Et là, parce qu'il y a des gens, moi je vois des gens qui n'arrivent pas à se connecter à leurs rêves. Et bien justement, en fait, c'est un outil qui va permettre à beaucoup de choses de faire remonter. Alors, y a quelques règles à respecter. Hein. Ce n'est pas des pages qu'il faut faire lire à qui que ce soit. C'est C'est important pour personnel, garder c'est très la personnel. liberté. Voilà. Mhm. C'est idéalement quelque chose qu'il faut faire tous les matins. Il faut vraiment se discipliner parce que en plus, Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, qu'est-ce qui se passe à force de alors, faire? Ouais. justement, juste un truc, la discipline, c'est un outil extraordinaire pour réaliser des projets de base. Mhm. Donc, plus on s'entraîne à être discipliné dans des tas de petits domaines, et plus c'est facile après. Qu'est-ce que ça apporte? Ça permet en fait, et c'est important de les écrire à la main, ces pages, parce qu'on crée un lien vraiment entre le cerveau et la main. Et il y a des idées inconscientes qui vont finir par émerger. Alors au début, souvent, certains jours, ce sera des plaintes, il pleut, j'en ai marre, j'aime pas mon boss, etc. Ce sera des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt ni de sens, mais c'est pas grave. Il faut y aller, il faut continuer. Et il y a des idées qui vont émerger. Au fur et à mesure, il y a des choses qu'on va sentir et des choses qu'on va voir et surtout des désirs qui vont émerger. Moi, je crois beaucoup à l'orientation des énergies et des intentions. Et c'est un espace de liberté totale où finalement les choses qui nous habitent vraiment profondément, en dehors de tout lien avec d'autres personnes, voilà, des schémas, des rôles, eh bien, c'est des choses qui vont pouvoir émerger finalement dans ces pages du matin. Donc, c'est vraiment un outil qui me semble moins intéressant. Moi, ça fait, je sais pas, 20 ans que je les écris. Hein. C'est vraiment comme de faire ma toilette le matin. C'est indispensable. Donc, je pense que c'est très, très puissant. Donc ça, c'est un conseil. Il y a je vois des Dare Women qui nous rejoignent. Amici, Zena qui t'écoute donc de Dubaï, si elle est toujours. Bonjour. Ah, Ouais. Qui est une sacrée Dare Woman. Oui, donc bah, c'est super intéressant. On t'écouterait parler pendant des heures. Donc effectivement, des outils, il y en a plein de livres. Il y en a plein de livres et des outils, même moi en tant que coach, que je ne connaissais pas, que je trouve mais très, très astucieux. Très facile, c'est tellement évident, tellement facile à mettre en place qu'on se dit, mais on a envie de le faire tout de suite. Alors, moi, j'avais une question qui était liée en fait aux femmes, parce que tu es chez Dare Women. Est-ce que les hommes et les femmes, est-ce qu'il y a une différence par rapport à oser ses rêves quand on est un homme? Est-ce que, c'est déjà dans l'acte, est-ce que dans l'action, est-ce qu'on ose plus parce qu'on est un homme ou moins? J'en sais rien, parce qu'on est une femme ou vice-versa. Et est-ce que la nature des rêves est similaire ou est-ce qu'il y a des différences? alors, donc on en a un petit peu parlé tantôt. C'est pas forcément une grille de lecture que j'avais en écrivant le livre. C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment laissée guider par mon instinct hein, pour rencontrer les gens. Après, en y réfléchissant, effectivement, euh, je me suis rendu compte que, alors, c'est vraiment un constat, hein, c'est pas un jugement. Les femmes ont plus tendance à avoir des projets de moins grande envergure, entre guillemets, hein, alors que certains hommes, pas tous, c'est tout de suite des gros rêves. Je pense à Jean-Marc Guéné qui a monté des gros projets d'entrepreneuriat social, qui est maintenant à la tête d'Ashoka, qui a monté voilà, des projets en Asie pour des milliers de personnes. Je pense à Franck qui est en train d'essayer de mettre en place une crème pour lutter contre le paludisme, rien que ça, et qui commence d'ailleurs à bien avoir lancé son truc. Je pense à Benoît, donc mon mari, avec son projet de voyage en bateau. Et ce que vous ne savez pas, du coup, puisque tu n'en as pas parlé, c'est que on est revenu en France parce qu'il avait envie de reprendre des études pour devenir médecin. Donc, il y a 41 ans. C'est ses rêves à lui. C'est ses rêves à lui, ça. Donc, c'est des rêves qui sont très importants pour la plupart, très ambitieux. Et les femmes, en fait, à côté, c'est plus des rêves en lien avec des besoins beaucoup plus modestes et tout aussi importants, mais plus liés, par exemple, à un métier. Voilà. Je pense à Céline qui est devenue professionnelle de shiatsu après avoir été secrétaire médicale. Ce sont des rêves qui les portent parce que ça correspond vraiment à ce qu'elles sont. Mais
Donc, pas c'est peut-être un besoin de la part de l'homme d'avoir un regard extérieur valorisant. Est-ce qu'il n'y a Que pas les une femmes ont peut-être lecture, moins. ouais, est-ce qu'il n'y a pas une lecture aussi quand on veut revenir en France pour refaire médecine, quand on veut le bateau, c'était je crois plus le rêve de ton mari aussi, on embarque tout le monde. Là, on Oui, embarque la femme et les enfants. Quand on revient en France faire médecine, forcément, Benoît, il avait quel âge? 40 ans, 41 ans. 41 ans, reprendre médecine à 41 ans, après avoir été consultant pendant des années, forcément, on embarque, c'est un Ouais. tsunami dans la vie familiale. Est-ce que nous, on culpabiliserait pas un peu, en fait, de créer ce tsunami vis-à-vis de nos conjoints et nos enfants surtout est-ce qu'il n'y a pas Alors, un petit truc où on s'autorise des rêves qui vont changer notre vie à nous, mais peut-être moins celle de nos proches. Est-ce qu'on ne se met pas une espèce de censure? Alors, ça peut être ça. Ça peut être le fait que les femmes ont conscience, effectivement, qu'elles ont finalement plusieurs vies à gérer en même temps. Il y a la vie professionnelle, il y a les enfants. La chose que l'homme ne va pas forcément avoir en tête ou pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les mêmes attentes vis-à-vis de la femme qui réalise ses rêves par rapport à l'homme. Nous, c'est vrai que ça a été un changement de vie drastique qui a eu beaucoup d'impact sur notre façon de nous organiser au quotidien et qui a embarqué toute la famille pour le coup. Dans le cas de, par exemple, je pense à Maxime de Rostolan qui a monté la Bourdésière, la ferme de la Bourdésière pour mettre en place finalement une initiative de permaculture année zéro. Ça a été là aussi un gros projet. Donc, je pense qu'au niveau familial, ça devait avoir un impact important. D'ailleurs, il m'en a parlé. Voilà, ça ne s'est pas fait comme ça. Quand je pense à Christine, qui, elle, est devenue coach, c'est sûr que l'impact est beaucoup plus limité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, Eh dans, bien, dans, qu'est-ce qu'on fait? dans ces analyses de ces rêveurs, souvent on vient que la ressource, c'est le soutien des proches. Ouais. Il faut être soutenu dans ses rêves par les proches, sinon c'est plus compliqué. Est-ce que nous, en tant que femmes, on doit s'autoriser à rêver grand? Enfin, moi, je prône ça. Il faut s'autoriser à rêver grand. Donc, ça veut dire quoi en termes d'éducation pour nos enfants, pour nos fils? Est-ce que, voilà, je pense que c'est une question de mentalité aussi et de culpabilité, parce que chambouler ses enfants, chambouler sa famille, c'est pas facile. Donc, est-ce que toi, Alors, dans ton livre, tu peux nous aider, tu nous aides là-dessus? Enfin, tu je peux. pense que c'est moins, je pense que c'est moins une question de rêver grand qu'une question de rêver par rapport à soi. Parce que j'ai tendance à penser peut-être que ces hommes-là, ils rêvent très très grand parce qu'ils ont besoin d'un regard extérieur. Et pour moi, le rêve, il va chercher au fond de soi-même. Donc, on s'en fout que ce soit un rêve incroyable ou un petit rêve. Un François Gabard qui part en bateau, pour moi, c'est un rêve magnifique parce que ça lui ressemble, parce que c'est son trip. Et en même temps, une Félicie qui décide de devenir horlogère, c'est aussi magnifique. Est-ce J'ai que pas là, de est-ce que choix là, à donner. ouais, Mais est-ce que je là, pense qu'il ne faut pas se limiter, par contre, d'accord. effectivement. Mais est-ce que tu es en train de dire que peut-être- parfois les hommes ont des rêves un peu plus show-off, donc le regard des autres est important? Par rapport aux femmes qui sont peut-être plus en Je sais pas, authenticité? je peux pas généraliser. Je constate en fait en lisant les parcours des hommes versus les femmes dans mon livre, la lecture que j'avais pas jusqu'à ce que tu me poses la question, je remarque que c'est quelque chose qui ressort. Et encore, ça ressort pas chez tous. Mais je me demande, est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que les projets des femmes sont assez différents dans la teneur. Et alors, les femmes, si on revient aux femmes, donc elles ont des projets différents, on va dire peut-être un petit peu plus petits ou qui chamboulent moins l'ensemble de leur écosystème, c'est-à-dire familial. Euh, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une femme qui n'ose pas réaliser ses rêves, qui a un rêve et qui n'ose pas? Qu'est-ce que tu lui dirais là ce soir? Moi, je pense que ce qui Avec est tout ce que tu as appris, hein, avec fondamental, la ce qui est fondamental, c'est d'abord d'apprendre à se connaître pour arriver à savoir ce qui vous fait bouger, ce qui vous fait envie, ce dont vous avez besoin. Et c'est de s'affranchir du regard des autres.
c'est un truc qui est hyper pesant. Et c'est une chose qui s'entraîne en fait au quotidien. Moi, je ne vous cache pas que je suis encore en train de m'entraîner tous les jours comme je peux. Mais, et c'est ça qui, à mon avis, met beaucoup de barrières, de barrières et de bâtons dans les roues des femmes qui veulent réaliser leurs rêves. C'est un travail de longue haleine et se débarrasser de cette culpabilité qu'elles peuvent avoir à juste se faire une vie où elles sont bien. C'est ça qui me frappe, c'est que souvent on hésite à finalement se faire une vie où on est bien. Et pour moi, l'audace ultime, c'est d'accepter les belles choses qui peuvent nous arriver. Parce qu'on a une résistance, je trouve. On a une résistance à accepter les belles choses qui peuvent nous arriver. Ça, c'est dur à entendre quand même. Ouais, ça, c'est dur à entendre. Mais c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que c'est quand même le cas de quelques personnes. Alors, toi, j'avais noté, bon, il y a plein de choses dans ton livre qui sont effectivement très intéressantes. Le voyage commence par soi. Tu parles beaucoup d'organisation. Hein. On part pas dans le rêve comme ça se prépare. C'est comme on dit pour l'audace, il y a l'audace folle et puis l'audace de prise de risque mesurée. C'est ce qu'on prône chez Dare Women, avec beaucoup d'anticipation et c'est comme ça qu'on arrive à passer à l'action. Toi, c'est pareil. Dans les rêves, tu dis un rêve. Voilà, on ne se jette pas à l'eau comme ça dans le bain sans rien. Tu parles des objectifs SMART qu'on connaît bien dans les entreprises. Donc, tu parles de rêve organisé. Il faut être. Non, toi, tu avais mis, oui, c'était intéressant, le RDS 3. Tu peux nous parler du RDS 3? En fait, dans notre famille, on a des valeurs très, très fortes et on avait inventé une sorte d'acronyme pour nos enfants de manière à bien planter ces valeurs. Ça, c'était pour le départ en bateau. Hein. Voilà. Et en fait, le RDS, c'est respect, discipline et sport. Ça donne le ton. Et puis, on avait rajouté des S pour sourire, solidarité et je ne sais plus trop quoi. Donc ça, c'était vos valeurs que Voilà. vous avez décidé de mettre en place et de suivre quand vous avez démarré le projet bateau, ce rêve de bateau. Hein, d'accord. Voilà. Donc, il faut avoir des garde-fous comme ça, essayer de s'y tenir et que ça fait une espèce de cadre de valeurs dans lequel on s'en. Mais ça, c'est important effectivement important pour la construction et la mise en action de ces rêves. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous dire, toi, parce que là, on va arriver aux questions spécifiques d'Air Women, quelle est chez toi la décision ou audacieuse qui a. Alors, le problème, c'est que tu as changé plusieurs fois de vie, mais alors, ou les décisions audacieuses que tu as prises, toi, Fanny, et qui ont changé le cours de ta vie. J'ai dit quoi pour nos auditeurs parce que Fanny a vécu beaucoup de vie et il y a eu des rêves de son mari partagés avec Benoît, qui est un homme qui a beaucoup de rêves, donc qui t'a emmené aussi dans ses rêves. Mais toi, quel rêve as-tu réalisé et quelle a été ton action audacieuse pour les réaliser? Est-ce que tu peux nous dire? C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Justement. Je sais. En fait, je dirais que l'audace, c'est actuellement que je suis en train de la mettre en pratique parce que justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'essaye de me faire une vie, j'essaye d'accepter d'avoir une vie où je vais être bien. Comment dire? C'est-à-dire que là, je suis en train de vraiment faire des choix assez radicaux par rapport à des choix audacieux. Par rapport à plein de domaines qui jusque-là ne me satisfaisaient pas. Et c'est quelque chose qui est assez difficile parce que c'est confrontant et parce que quelque part, on se rend compte que quand on mène de grandes aventures comme ça, quelque part, on est seul. Et il faut être capable de compter sur soi-même. Et un des éléments fondateurs, ça va te faire rire, hein, mais un des éléments fondateurs pour moi de ce sentiment que j'arriverai à dépasser ce que je suis, ça a été quand j'ai accouché de mon premier enfant. Parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, je me suis retrouvée dans un couloir à devoir faire le travail pendant 8 heures et je faisais des allers-retours. C'était pas du tout confortable, sans médicaments, sans manger, sans rien. Et puis, il y avait mon mari qui était là, donc il me soutenait. Et puis, à un moment donné, il a dû s'absenter. Et là, j'étais en fin de travail, les contractions à gérer, et j'étais toute seule.
Et c'était un grand moment de solitude, c'est le cas de le dire. Et malgré tout, ça a été vraiment pour moi un déclic parce que j'ai réalisé que j'arrivais à gérer. J'arrivais à gérer. Et, et c'est peut-être une des petites pierres fondatrices qui m'ont permis, en fait, dans des situations parfois très difficiles, de réaliser que si, j'étais capable. Quand j'ai dû affronter une tempête avec mon mari au large de New York, avec des vagues qui faisaient je ne sais plus combien de mètres, et j'étais terrifiée, et ben, malgré tout, j'ai réussi à gérer cette situation-là, et je pense que ça s'appuie sur ces événements-là. Donc, l'audace, pour moi, si tu veux, elle se construit, vraiment. Ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon, ce qu'on a découvert, hein, c'est que l'audace, c'est pas inné, c'est que ça s'apprend. Et effectivement, ça se construit. Nous, on dit chez Woman, la méthode des 3 P, les premiers petits pas. Donc, c'est petit pas à petit pas, on arrive à devenir de plus en plus audacieux et à passer de plus en plus facilement à l'action. Je pense que ton livre est complètement dans cette veine-là aussi. En disant c'est par des outils qu'on va arriver d'abord à faire ce voyage en soi, hein, pour arriver à coller par rapport à nos envies. Tu parles de choses très intéressantes en disant, toi tu dis, en fait c'est courageux de rester dans sa routine. C'est courageux de rester dans des vies qui nous conviennent. Moi je pense que c'est intéressant comme vision. Parce que quand j'ai repris mes études avec 3 enfants assez petits à 30 ans, puis c'était des études assez prenantes. Je passais tous mes week-ends à la bibliothèque voilà, pour travailler. Les gens disaient, oh, c'est incroyable, quel courage tu as de reprendre tes études. Et je leur disais, pour moi, c'est pas ça le courage. Le courage, c'est vraiment de rester dans une vie où vous n'êtes pas bien. Parce que ça demande des trésors d'énergie, souvent négatives, que j'avais pas envie de dépenser. Et pour moi, quand on fait ce qu'on aime, ça va tout seul, quoi. Oui, mais parfois on croit qu'on aime cette vie-là. Il est là le boulot. C'est comme tu disais, c'est les droits. Ouais. Alors on parlait de déclic tout à l'heure. J'ai pas évoqué une sorte de déclic, mais qui est, je pense, probablement très présent en ce moment post-confinement. C'est ce sentiment de malaise diffus où on sent qu'on n'est pas à sa place. Ça peut être un déclic aussi. Et ça n'a pas besoin d'être violent. Et je pense que, voilà, avec tout ce qu'on est en train de vivre, probablement qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir ce raisonnement-là ou ce cheminement-là. Alors, est-ce que c'est pas le moment, justement, de se poser, de se connecter à ses vraies envies, à ses vrais rêves et d'essayer de se dire, on est tous très chamboulés en ce moment par ce qui nous attend, parce qu'on a vécu. Alors, on est plus ou moins positif ou plus ou moins atteint aussi, selon ce qu'on a vécu pendant cette période de confinement. C'est un bon moyen quand même là de se dire, bon, aujourd'hui on a vécu un truc de dingue, c'est-à-dire la vie a été stoppée du jour au lendemain. On a vu que ça avait provoqué donc des débordements émotionnels assez forts, du stress, du conflit. Est-ce que c'est pas le moment de se dire, bah oui, tout peut changer, tout peut s'arrêter. Il faut vivre, quoi. Il faut vivre les moments qu'on doit vivre. Il faut se connecter à ses rêves et pas avoir peur, parce qu'en fait, ce dont on doit avoir peur, c'est ce dont on ne maîtrise pas, ce qui vient de nous arriver. Là, on peut avoir peur, mais on peut avoir la maîtrise